Est-ce que vous savez comment vous aider lorsque vous voulez vous partir en affaires? Aujourd'hui, je rencontre en fait Alex Vézina, un stratège entrepreneurial qui a publié plus de 10 livres en fait sur le sujet des affaires. Et aujourd'hui, on va avoir des discussions très intéressantes. Bonjour Alex. Bonjour Pamela, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, bien sûr. Merci de prendre le temps, en fait, de venir nous parler. En fait, moi, j'ai ton livre 2 par 4 qui a été publié, mais tu me mentionnais juste avant l'enregistrement qu'il y en a une dizaine d'autres dont j'ignorais l'existence, qui est super intéressant. En fait, comment bien réussir en affaires? D'abord, dis-nous un peu, c'est quoi un stratège entrepreneurial pour commencer? Très bonne question parce que la majorité des gens, quand ils voient le terme stratège, ils fabulent des fois sur certaines choses, mais un stratège d'affaires, un stratège entrepreneurial, dans le fond, c'est quelqu'un qui vient shaker un peu le panier, mais qui vient travailler autant sur la stratégie de l'entreprise, sur la vision, mission, les valeurs, mais après ça, la bonne façon de développer l'entreprise en cohérence avec l'entrepreneur ou les associés ou encore les comités de direction. Donc, c'est de créer la bonne chimie, la bonne dynamique pour pouvoir développer l'entreprise. J'interviens beaucoup au niveau stratégique, j'interviens aussi beaucoup au niveau tactique. Donc, c'est le pourquoi, le quoi et le comment. Un vrai stratège est capable de travailler dans ces trois zones-là, mais quand il travaille sur le plancher des vaches, je veux dire comme ça, avec les propriétaires d'entreprise, les entrepreneurs, c'est tout le temps en fonction d'une cohérence avec tout le temps l'orientation stratégique de l'entreprise. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça aide les entrepreneurs, ça aide les organisations, les propriétaires d'entreprise à mieux développer l'entreprise avec une vision claire et un alignement clair au niveau du développement de leurs affaires. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler là-dedans et d'écrire à ce sujet-là? Concours de circonstances, je vais le dire OK, comme ça. OK. Moi, rapidement dans ma jeunesse, j'étais quand même assez responsable, assez mature pour mon âge, etc. Puis, le développement de l'initiative, mais je n'avais pas de modèle de personnes qui sont des entrepreneurs ou des gestionnaires. Il y avait des gestionnaires au gouvernement, mais sinon, mes deux parents étaient des profs, hein, des professeurs au primaire, donc des dictées à tous les soirs, j'en ai eu. C'est peut-être pour ça que j'apprécie l'écriture aussi. Puis, au fur et à mesure, je voulais devenir soit journaliste ou un peu gestionnaire d'entreprise. Puis finalement, j'ai pris le côté gestionnaire d'entreprise. Puis, bon, le fil en aiguille, j'ai travaillé beaucoup en entrepreneuriat. Je me suis mis à créer des entreprises, à en acheter, à en vendre, à faire de l'argent, à en perdre, etc. Puis, durant ce parcours-là, j'ai toujours accompagné les entrepreneurs aussi dans le développement. Autant au début, c'est beaucoup dans la création, mais après ça, c'est devenu dans le développement, la croissance, les redressements, etc. Fait que toute cette dynamique-là, d'entrepreneuriat, j'en ai mangé. J'en ai vécu de la merde, puis j'en ai vécu des succès aussi. Puis l'idée, c'était comment que je peux partager ces informations-là. Puis mon mode de communication plus naturel, ben, c'est l'écriture. Fait que le premier livre que j'ai fait, c'était vraiment, puis c'est très drôle là, quand j'y repense, là, un sujet, une page, no bullshit, on va à l'essentiel, on parle à des entrepreneurs, pas de théorie, pas de blabla, net frais de sec. Là. Puis le succès a été quand même assez intéressant, puis c'est pour ça que j'ai continué à en faire, mon style a évolué aussi, etc. Mais mon intention initiale, c'était, je suis tanné de répéter tout le temps la même maudite affaire aux entrepreneurs, donc je vais l'écrire comme ça, au lieu qu'ils m'engagent pour dire, peux-tu nous parler de tel sujet? Non, prends le livre, là, puis après ça, tu me reparleras. Fait que pour créer quand même une espèce de, peut-être un mini devoir, mais aussi, comme je te dis, j'étais tanné de répéter tout le temps la même affaire. Mais finalement, quand on écrit un livre d'expertise, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens sont intéressés, fait qu'ils veulent avoir des conférences, ils veulent avoir de la formation. Fait que j'ai jamais, depuis que j'écris, là, j'ai jamais autant répété les mêmes affaires. Donc, c'est pour ça que je m'organise pour écrire comme l'équivalent d'un nouveau livre par année, parce que c'est comme si j'ai besoin d'exprimer des D'extérioriser, nouveautés oui. et de partager ça. Tu sais. Est-ce que tu penses que toute personne peut devenir entrepreneur dans la vie? Non. Prochaine Pour quelle question? raison? Prochaine question. En fait, Ouais. je t'ai dit pour quelle raison. Allons-y plutôt avec, de façon plus positive. Là. Ouais. Selon toi, quels sont les traits de personnalité ou les qualités d'une personne qui veut devenir entrepreneur?
Mais j'ai fait exprès pour te dire non, OK? Parce que la réalité, c'est pas de savoir, tu sais, y a-tu un type ou un type de profil? Quand j'étais plus jeune, je t'aurais dit, il y a effectivement un type de profil avec des qualités essentielles. Tandis que, tu sais, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs dans des contextes différents, puis ce que j'ai pas le choix de te dire, c'est que chaque entrepreneur est différent. Donc, la vraie question, c'est pas de savoir, ça va-tu être un bon ou un mauvais entrepreneur, tel type de personne ou tel type d'individu. Ça va être plus quel genre d'entrepreneur cette personne-là avec tel profil et tel profil de personnalité, mais avec tel comportement, attitude, etc. De quelle façon ça va s'exprimer en entrepreneuriat, de quelle façon on peut créer une cohérence entre une stratégie d'affaires, un développement, puis un individu. Donc, c'est de recentrer le tout. Parce que j'ai vu des gens que, spontanément, je t'aurais dit que ce pas des entrepreneurs, pas du tout, pas pour Saint-Saëns, bâtir des entreprises et les revendre quelques millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place les bons processus, le bon système, ils ont développé les bons réflexes d'affaires pour venir combler leurs lacunes, combler leurs faiblesses. Il y en a un que je me rappelle, là, il a développé c'est un soudeur. Il a développé finalement une entreprise manufacturière super intéressante qui a vendu, je pense, 6 millions de dollars après quelques années parce qu'il avait tout structuré, il avait solidifié les ententes de partenariat stratégiques pour pouvoir développer l'entreprise, assurer la récurrence des contrats, des ventes, puis il avait réussi à bien s'entourer d'une bonne équipe finalement de direction. Fait qu'un bon entrepreneur, au global, c'est quelqu'un, qui sait bien s'entourer, qui se connaît réellement bien, qui va chercher à combler ses lacunes, pas en essayant de miser, d'améliorer ses faiblesses. Non, il va aller chercher des ressources pour venir combler ce qui lui manque. C'est vraiment ça la base. Après ça, il y a une tonne de qualités et d'autres éléments, mais ça se trouve être vraiment les fondements de base pour pouvoir développer une entreprise adéquatement. Et là, tu piques ma curiosité. Pourquoi aller chercher une ressource au lieu de combler ou d'apprendre à travailler avec nos lacunes ou d'aller s'améliorer là-dedans? C'est quoi la différence entre les deux? Regarde, rappelle-toi ta jeunesse quand tu allais à l'école. OK? Il y avait des matières pour lesquelles c'était plus naturel, plus facile. Fait avec peu d'efforts, peu importe la matière. Je ne veux pas que tu me nommes une matière, mais peu importe. Mais peu importe la matière, il y avait quand même une certaine facilité. Fait que souvent, c'est nos zones de talent, nos zones de génie. Si on mise sur ces talents-là, on met des efforts, on canalise nos énergies là-dessus, mais qu'est-ce qui va arriver? On va développer beaucoup plus rapidement et atteindre des résultats super intéressants. Par contre, il y a des matières qu'on était peut-être un peu moins bon, un talent plus limité ou carrément un intérêt qui n'était pas là, qui fait en sorte qu'il fallait bûcher pour avoir un résultat comme passable ou correct. Donc, à chaque fois qu'on mise à combler nous-mêmes nos faiblesses, nos limites, puis on met des énergies là-dessus, mais c'est des énergies qui sont mal placées. C'est des efforts mal placés. Parce qu'on devrait toujours placer ces efforts-là sur qu'est-ce qui va être le plus payant, en parenthèse, qu'est-ce qui va rapporter, qu'est-ce qui va avoir un meilleur impact avec le même effort. Puis ça, c'est la base de l'efficience. L'efficacité, c'est d'atteindre un résultat. Peu importe la façon et les ressources. Tandis que l'efficience, c'est la meilleure utilisation des ressources pour le maximum de résultats ou pour atteindre tel résultat. Donc, quand on a une pensée plus efficiente, on pense, comme ce que je viens de te dire, donc on met sur nos zones de génie, nos talents, nos lacunes, nos faiblesses, on cherche, bon, c'est sûr, à atteindre un certain niveau de base, mais après ça, de pouvoir s'entourer, que ce soit avec des employés ou que ce soit avec des sous-traitants, des partenaires, peu importe, mais on vient combler ces ressources-là autrement pour s'assurer de garder le focus sur ce qui compte réellement pour nous puis pour notre entreprise. Et là, avec ce que tu me dis, j'entends des réponses que certaines personnes pourraient avoir, dont une très fréquente, j'ai pas l'argent pour engager un sous-traitant. Tu réponds quoi à ça? Moi, je réponds, ma réponse est quand même assez directe. Oui, mais un peu comme le contenu de ton livre. Oui, mais c'est du no bullshit, là, OK? Fait que, tu sais, la vraie question à se poser, c'est comment tu peux aller chercher l'argent pour te le permettre? Ouais. De quelle façon tu peux aller chercher l'argent pour te le permettre? Parce que souvent, ce que je dis à des gens qui disent qu'il n'y a pas d'argent, bien, l'argent, il y en a partout. Il faut savoir où et comment aller la chercher. Puis si tu trouves la bonne façon de le faire, tu vas aller le chercher, ton argent.
Des fois, il y a une question de modèle d'affaires, il y a une question de type de clientèle, il y a une question de monétisation aussi. Puis c'est parce que, Pamela, souvent, les gens ne sont pas en mesure de facturer pour la réelle valeur. Les gens se sous-évaluent. Si c'est des gens qui possèdent une expertise, souvent, ils se sous-évaluent. Fait que ça fait partie des éléments. Il faut travailler sur ce que moi j'appelle l'équivalence mentale appliquée au monde des affaires. Puis c'est pas une question de fake it until you make it. Ça, c'est de la bullshit. Mais de vraiment valider ses compétences, valider qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant, qu'est-ce qui peut être facturé, de quelle façon, dans quel modèle d'affaires aussi. Parce qu'on est souvent rattaché à des modèles, surtout ceux qui ont des expertises, un modèle d'affaires attaché à facturable à l'heure. Oui. Mais il y a plein d'autres modèles qui existent et qui peuvent se faire. Mais il faut être créatif, il faut faire les choses autrement ou utiliser les bonnes stratégies ou les bonnes tactiques. Donc, pour répondre simplement à ta question, donc c'est une question de cash, oui, mais la vraie question, c'est, dire j'ai pas l'argent pour pouvoir ça. OK. La vraie question, c'est dans quelles conditions tu pourrais te le permettre? Où est-ce que tu peux trouver l'argent? De quelle façon tu vas générer cet argent-là pour pouvoir te le permettre? Puis si c'est juste d'augmenter ta tarification de 10 par client, par semaine, ou peu importe, augmenter ta facture ou augmenter ta rentabilité, mais tu peux aller le chercher. Il y a toujours une façon d'aller chercher de l'argent. Il faut juste prendre un pas de recul puis se poser les bonnes questions. Puis c'est comme dans tout, Pamela, tu peux voir le verre à moitié plein ou le verre d'eau à moitié vide. Donc, il y a une question d'attitude aussi là-dedans. Verre d'eau à moitié vide, c'est un peu ce que tu m'as dit. C'est « Ouais, mais je n'ai pas l'argent. » Bon, mais ça, c'est le mode problème. Donc, je cherche un problème. Tandis que si on vire ça d'autre bord, puis on dit « Je veux être dans un mode solution, verre d'eau à moitié plein », c'est dans quelles conditions? Comment je peux faire arriver ça? Donc, c'est d'ouvrir les possibilités pour trouver la bonne solution au lieu de refermer les possibilités avec « Non, il n'y a pas de solution ». T'en as parlé un peu, là, mais je t'ai posé comme question en début d'enregistrement. Le contenu de ton livre est, très pertinent, très utile, mais aussi très direct. Pourquoi avoir utilisé une... C'est pas dans le sens où tu aurais pu comme flatter l'ego puis aller encourager justement les verres à moitié vides, mais tu passes pas par 4 chemins pour dire ce que tu as à dire. Puis en même temps, si la personne n'est pas sérieuse, ben ferme le livre puis va continuer tes... Mais pourquoi avoir utilisé cette méthode qui shake un peu plus qu'un livre, mettons, qui est moins direct? Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Mais tu sais, c'est pour ça 2 par 4. Un coup de 2 par 4, ça déstabilise. Oh oui. Donc, puis quand tu es déstabilisé, c'est comme, hop, tu plies le genou, là, mais ça fesse, mais après ça, tu ne veux plus vivre le même genre de situation. Tu vas être plus craintif, tu vas regarder un peu. Fait que c'est un peu ça le concept. Puis en business, là, des coups de 2 par 4, on en reçoit tous les jours presque. Donc, il faut savoir les encaisser, mais il faut savoir aussi réagir rapidement puis éviter certains coups de 2 par 4 au fur et à mesure. Donc, mon style d'écriture est direct et percutant justement pour saisir. Mais l'idée, c'est pas de... Honnêtement, là, moi, quelqu'un qui le lit et qui est fâché après moi après, là, mission accomplie. OK? Pourquoi? Parce qu'il va vouloir passer à l'action. Puis ce qu'il risque de dire, c'est « Calique, Alex, il a raison là-dessus, j'ai été négligent, mais je ne veux pas qu'il puisse me le reprocher. » Fait que je vais faire autrement. Donc, c'est toute une question de passage à l'action aussi. Puis, moi, j'appelle ça, c'est du tough love aussi. C'est parce que j'aime les entrepreneurs, j'aime les entreprises, puis il faut qu'ils soient déstabilisés pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc, il faut activer ça. Parce que sinon, c'est là qu'il y en a qui tombent dans une espèce de statu quo, puis qui laissent aller les choses, laissent traîner certaines choses. Mais non, dans une business, il y a toujours de quoi faire. Là, je ne dis pas de travailler comme un bourreau, là. C'est pas ça. Il y a une question d'équilibre, une question d'organisation, une question de processus. Mais à la base, chaque entrepreneur est responsable de son succès ou non. Oui, ben, comme dans la vie. Hein? Ben, exactement. Fait que c'est la même affaire. Fait qu'après ça, quelqu'un qui veut se faire flatter dans le bon sens du poil, ben, il y a d'autres livres qui existent pour ça. Les gens qui veulent avoir la réalité terrain puis la vraie vie de business sur le terrain pour les petites entreprises, mais là, ce livre-là, c'est comme un condensé. Puis à la lecture du livre, là, moi, mon intention, c'est tout le temps la même affaire.
une chose. Il faut qu'il y ait au moins une chose, un truc, une astuce, un outil que les gens vont prendre, vont mettre en place dans leur entreprise, puis il va avoir un impact durable dans le temps. Puis avec un livre comme ça, quand tu le lis, si dès les premières pages, ça te fait chier puis ça te confronte trop, ben tu risques de le mettre de côté puis donne-le à un de tes amis qui veut évoluer. Tu sais. Mais si toi, ça te parle puis tu veux, mais il y a des pépites d'or là-dedans pour pouvoir transformer une entreprise. Puis en même temps, être confronté par quelque chose, ça peut être utile aussi, dépendamment de comment on le voit. T'sais. Si ça nous confronte et on rentre dans la victimite, ça ne sert absolument à rien. Non, mais si ça nous confronte et que ça nous pousse justement à faire un pas de plus, ça, c'est super utile. Exactement. Tu parles justement de retenir une chose. Il y en a une dont, il y a plein de contenus là, dans ton livre que je n'avais jamais entendu parler ou j'avais lu, mais il y en a une qui m'a marqué. J'aimerais savoir d'où elle vient puis pourquoi. C'est c'est pas une théorie, là, mais c'est ton 12 minutes. Mm-hmm. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça respectueux pour toi, pour l'autre. Mais le 12 me chicote dans le sens où pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, pourquoi 12? C'est mathématique. J'ai fait beaucoup d'analyses statistiques pour arriver aux 12 minutes. OK. Non, c'est pas vrai. Ah! Pourquoi 12 minutes? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en retard 5 ou 10 minutes, fréquemment. 15 minutes, c'est beaucoup trop, selon moi. Fait que la règle du 12 minutes, c'est plus une règle personnelle que je me suis dotée en disant, tu sais, tu perds 12 minutes à une rencontre qui était prévue avec quelqu'un, là. Si tu avais 45 minutes, ben, tu ne pourras pas couvrir tous les sujets que tu avais prévus. Si c'était une rencontre de 30 minutes, ben, ça ne marche pas. Si c'était une rencontre d'1 heure, ben, probablement qu'il est déjà quand même handicapé parce qu'après le 12 minutes, si la personne arrive, mettons, ben là, il va avoir un peu de small talk. Fait que là, tu viens de perdre aussi. Donc, d'où le 12 minutes. Mais moi, le processus du 12 minutes, c'est lorsque quelqu'un est en retard 12 minutes, je quitte. OK? Je quitte les lieux. Sauf que, puis il y a une nuance quand même à apporter, si quelqu'un a agi de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'il savait qu'il serait en retard et il m'a averti à l'avance, là, je vais valider si je peux me permettre d'attendre ou pas. Mais au moins, il va avoir partagé son intention ou encore son retard ou peu importe. Tu sais, gars, c'est arrivé cette semaine, il y a quelqu'un qui est arrivé en retard 20 minutes, mais dès qu'il le su, il m'a averti. Fait que là, c'est correct, je vais attendre. Dans mon horaire, ça fitait encore, fait qu'il n'y avait pas de problème. Mais quelqu'un qui n'avertit pas, après 12 minutes, ben, ciao, bye. Puis, tu sais, je l'ai déjà fait avec une cliente potentielle, puis au point qu'elle est restée saisie puis surprise. Mais tu sais, je peux te garantir qu'après ça, elle a toujours été en avance. Hein? C'est de elle que tu parles, hein, dans ton livre. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, t'expliquais comme ta théorie du 12 minutes, mais quand tu t'as expliqué la mise en action, là, quand tu as confronté cette fille-là, justement, j'ai fait « Oh, play! » Mais ça donne le ton. Mais ça donne le ton aussi, tu sais, parce qu'il y a une question de respect. Moi, mon temps est super important, OK? Donc, je respecte moi-même mon temps. Si quelqu'un ne respecte pas mon temps, c'est comme un peu un devoir d'éducation que je dois lui faire. D'où le 12 minutes. Mais tu sais, comme je te dis, si quelqu'un avertit, il n'y en a pas de problème. Mais si quelqu'un n'avertit pas, là, mon niveau d'irritabilité commence à augmenter. Puis moi, ce que je fais habituellement, Pamela, si après 4 ou 5 minutes, la personne n'a pas donné de signe de vie, n'est pas là, que ce soit en ligne ou encore pour vrai dans un resto ou une rencontre chez un client, si je n'ai pas eu de signe de vie, j'écris un message. Souvent, message texte ou par LinkedIn ou par courriel en disant « Écoute, je t'attends depuis tant de temps, je n'ai pas de nouvelles de toi, fais-moi un signe de vie. » Puis si après 12 minutes, je n'ai pas de signe de vie, j'envoie un message. Puis je ne sais pas si je l'ai marqué dans le livre, là, mais mon message est de type « Il s'est sûrement passé quelque chose d'extrêmement important et grave pour que tu t'ailles manquer notre rendez-vous ou notre rencontre. Je te laisse la possibilité de me recontacter et nous pourrons en discuter. » Dépendamment, si c'est un client potentiel, si c'est un client déjà, si tu un partenaire, si tu quelqu'un qui sort de nowhere. Puis mon niveau de sensibilité en regard de la situation va dépendre de l'individu. Mais en même temps, ça laisse tout le temps le bénéfice du doute. Là. Ton message n'est pas... Non, mais c'est parce que c'est déjà arrivé. Mon père vient de décéder ce matin. Ouais, OK.
je peux comprendre. Ben oui. Okay? Ah ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Parle-nous de l'importance sur les suivis. Et je trouve ça intéressant dans le sens où je trouve ça difficile de faire des suivis à quelqu'un qui nous dit non ou quelqu'un qui a des... le terme m'échappe tout le temps, là, mais c'est quand les... je suis sûre que tu vas le savoir, le terme. Quand quelqu'un dit des arguments genre ah, mais j'ai pas le temps ou ah, j'ai des pas objections. d'argent. Et voilà. Quelle est l'importance de faire des suivis et combien tu en suggères au minimum? OK. L'importance de faire des suivis est capitale. C'est ce qui démarque les professionnels des amateurs souvent en business. Okay? C'est la capacité de faire ces suivis adéquatement selon ce qui a été mentionné. Il y a un élément que je ne sais plus si je le marque dans le livre, mais dans un monde idéal, il faut avoir la permission d'effectuer les suivis avant de commencer à les faire. Quand on fait une proposition ou on discute avec un client potentiel ou même avec un client, on convient déjà d'avance. Par exemple, je t'ai envoyé, Pamela, une proposition d'accompagnement. Okay? Bien, c'est sûr que avant que je t'envoie la proposition, je vais dire, écoute, Pamela, je vais effectuer, si je n'ai pas de réponse de ta part d'ici les 30 prochains jours, je vais effectuer un suivi avec toi pour valider si tu as des questions, ton niveau d'intérêt ou peu importe. C'est comme si, en fonctionnant même, c'est une approche proactive où on se donne la permission d'effectuer le suivi et l'autre personne accepte déjà d'avance qu'on va faire un suivi avec lui. Qu'après ça, effectuer le suivi, c'est juste naturel. Si je n'ai pas eu de nouvelles après 30 jours, je vais faire un suivi. Je vais être professionnel. Je vais respecter mon engagement. Si je n'ai pas de nouvelles de toi après, supposons dans les 2 semaines qui suivent, je vais te faire un autre suivi. Moi, c'est 3 suivis. Si 3 suivis, puis je me fais ghoster, ben là, je mets les gens sur la blacklist. OK? Mais quand j'ai 3 suivis, ce n'est pas 3 suivis par courriel. Parce que, tu sais, moi, c'est déjà arrivé que mes courriels tombaient, exemple, dans la boîte de spam. Fait que là, c'est de la faute de l'autre, c'est de ma faute. Bon. Fait que l'idée au niveau des suivis, les 3, ma règle des 3, là, c'est 3 suivis effectués avec un moyen de communication différent. OK? Donc, ça peut être courriel, ça peut être, exemple, téléphone ou par Facebook, si on a le lien, ou par LinkedIn, ou peu importe l'autre moyen de communication. Tu peux envoyer une lettre, pas ces temps-ci, mais si tu veux, ça fait un moyen de suivi quand même. Mais habituellement, le 3e, là, si je n'ai pas de nouvelles, moi j'appelle ça un ultimatum. Puis un ultimatum se fait au téléphone, en général. Si on n'est pas capable de parler à quelqu'un au téléphone, là, on fait l'ultimatum par courriel. Puis un ultimatum, là, ça devient comme vraiment un go-no-go. Tu veux-tu ou tu veux pas? Parce que là, moi, je ne veux pas t'écœurer non plus. On avait convenu qu'on faisait les suivis, puis etc. Là, je n'ai pas de réponse de ta part. Fait que je prends pour acquis que ça ne t'intéresse pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des gens ont de la difficulté à dire non. S'il y a des gens qui arrivent avec des objections, exemple, ah, j'ai pas vraiment de temps présentement. Parfait. C'est-tu réellement parce que tu n'as pas le temps ou c'est un manque d'intérêt? Si ça ne t'intéresse pas plus grave que ça, on arrête ça là. Si tu n'as vraiment pas le temps, quand est-ce que tu vas avoir le temps? Donc, si tu me dis dans 3 mois, parfait. Donc, je vais effectuer un suivi dans 3 mois. Tu es conscient? Oui, parfait, pas de problème. Mais dis-toi, Pamela, qu'à peu près 95% des gens ne font pas leur suivi. Fait que moi, souvent, c'est une façon d'effectuer des filtres aussi avec certaines personnes. Ah, Alex, j'aimerais ça te rencontrer. On pourrait-tu prendre un café? Non, pas maintenant. Relance-moi dans 1 mois, dans 3 mois, peu importe. La majorité des gens ne relancent pas. Fait que quand ils me relancent, là, je prends le temps. Fait que là, j'ai partagé mon astuce. Là. Fait que vous allez le savoir, par défaut, ma position de départ, c'est non. Tout le temps faire une deuxième tentative. Pour quelle raison tu penses que les gens, justement, ne font pas le suivi? C'est-tu parce qu'ils ne sont pas capables de répondre aux objections? Par malaise? Souvent, ils ne sont pas prêts à répondre à des objections parce que tu sais, ça se prépare aussi avec le temps, avec le style de l'individu, de l'entrepreneur. Mais la vraie raison, là, il y en a 2. Des fois, les gens sont comme trop débordés. Ils ont de la difficulté à déterminer qu'est-ce qui est important, de l'urgence aussi, des choses, d'un. Puis de 2, les gens, ma chère Pamela, ont tellement de difficultés à se faire dire non, ont peur de se faire dire non, qu'ils préfèrent laisser les dossiers en suspens.
Donc, c'est comme un peu la crainte du rejet jusqu'à un certain point. Mais en business, se faire dire non, ça arrive tout le temps. Puis, il vaut mieux le savoir plus rapidement que trop tard. Parce que, exemple, si tu laisses des dossiers en suspens, là, puis plein de propositions ou des contrats ou avec des partenaires, peu importe, mais qu'est-ce qui arrive? Tu as comme une accumulation. C'est là que tu perds le focus, tu perds le suivi de tes affaires. Puis là, tu as de la misère à voir qu'est-ce qui est réellement prioritaire. Fait que de recadrer, de revenir à l'essentiel, puis de créer comme une espèce de processus de go, no go. Moi, dans mes propositions, c'est toujours 30 jours pour justement créer un go, no go. Si après 30 jours, tu ne veux pas, c'est pas grave. Là. Mais quand tu vas me leur demander si tu veux, ben, je vais te refaire une autre proposition. Ça se peut que les prix aient changé. Fait que, tu sais, ben oui, hey. Moi, je mets des taxes Martine, des fois, là-dedans. Désolé pour toutes les Martines de ce monde. Une taxe Martine. Je parlais de c'est quoi ça, une taxe Martine? Je viens de comprendre. OK. Ah, ben, une taxe Martine, c'est un client qui est soit un siphonneux ou un client ou un client potentiel, tu sais, qui te demande tout le temps des affaires, mais il n'y a jamais rien qui se concrétise. Hein? Ouais. Ben, moi, j'ai eu une business de transport à l'époque, puis j'avais une Martine dans mes clientes, puis écoute, elle nous faisait travailler pour peu d'argent. Puis quand j'avais fait la classification des clients, puis de regarder la valeur, puis tout, elle nous coûtait de l'argent juste à répondre au téléphone. Fait que Martine, quand j'avais dit à mon équipe, quand Martine rappelle, vous me la passez. Fait que Martine, quand elle a rappelé, c'est tu parles au boss directement. Fait que j'ai dit, moi, Martine, à chaque fois que tu nous appelles, c'est 150$ de plus. Je dis tout de suite, es-tu consciente? Ben là, franchement, non, tu nous as fait trop travailler pour rien. Fait que c'est ça à la fin. Fait qu'elle a accepté pendant un bout de temps. Fait que la taxe Martine est née comme ça. Puis après ça, même à ça, elle n'était pas rentable. Fait que moi, j'avais dit à Martine, c'est fini. On ne collabore plus ensemble. Ouais, mais là, vous étiez plus cher. Oui. On était 8% plus cher que tout le monde. Bon, je dois t'avouer, j'avais garoché le chiffre de même, là. Mais c'est pas 8, c'est plus que ça. Mais l'idée, c'est juste pour lui faire comprendre, oui, on est plus cher, mais la qualité est là. Tu n'as jamais eu de problème avec nous. Sauf que nous, on a des problèmes avec toi. Donc, c'est fini. Va voir ailleurs. Puis, voici l'alternative. J'avais fourni un de nos compétiteurs que je m'étais entendu avec pour dire, ça te tenterait-tu d'avoir tel client? Fait que j'ai créé la référence, puis après ça, on n'a plus entendu parler de Martine. Fait que, tu sais, des fois, il faut comme faire du ménage aussi. Puis une taxe Martine peut être quand même assez intéressant parfois. Ou quand on a des clients potentiels qui nous demandent souvent des choses, mais là, on n'est plus sûr de vouloir les servir aussi, ben la taxe Martine peut être intéressante pour ça aussi. Bien, je trouve que pour avoir les styles de réaction, tu vois, ça prend beaucoup de confiance. Puis ça, on ne l'a pas tout le temps en début, quand on part en entrepreneuriat ou en affaires. Justement, tu disais tantôt qu'on souvent on chargera pas assez cher parce qu'on ne se rend pas compte du prix de nos services. On manque d'expérience, on manque de confiance. Fait que de s'affirmer comme tu le fais, ça s'apprend au fil des années, j'ose croire, mais qu'est-ce que tu suggères pour la personne qui débute? On dirait qu'on dit l'expression, je suis comme oh. De lire 2 par 4. Non, mais c'est un excellent point. Mais sérieusement, Pamela, c'est sûr que la confiance se bâtit au fur et à mesure, puis avec les expériences positives, etc. Mais l'idée, c'est de rapidement apprendre de plusieurs choses, puis apprendre de ses erreurs aussi. Mais de comprendre que, oui, il y a une façon d'être. OK? Moi, je suis beaucoup comme ça. Il y a des clients que c'est différent. Il y a des entrepreneurs que c'est différent. C'est correct, mais la posture de confiance est essentielle. Donc, c'est de se rattacher cette confiance-là. Des fois, c'est en fonction de l'expertise, en fonction de la qualité, en fonction de la satisfaction des clients, peu importe. Mais c'est de trouver de quelle façon on va venir nourrir un peu notre confiance en nous. Puis après ça, bien, c'est sûr que si tu te fais coacher ou tu vas chercher de l'accompagnement à gauche et à droite ou de la formation, peu importe, mais là, ça va venir comme t'aider à gonfler ta confiance en toi aussi. Pas être surconfiant. Tu sais, la surconfiance, c'est de l'arrogance. Ça, c'est mauvais. Ah ouais. Mais de rester soi-même puis trouver la bonne façon. Puis des fois, c'est une question de processus. Tu sais, moi, il y a des clients que j'ai accompagnés là, qui manquaient un peu de confiance, mais juste en revenant sur qu'est-ce qui est essentiel. Tu sais, dans leur profil, supposons que c'est la structure qui primait sur tout. Mais on se rattache là-dessus. Donc, on a structuré la business pour pouvoir faire en sorte, par exemple, pour les disponibilités ou pour la tarification, tout est normé. Donc, leur confiance en eux vient avec la structure.
Il y en a d'autres, ça va être avec les relations avec les gens. Des fois, c'est le rythme des individus. Des fois, c'est côté plus pouvoir, affirmation. Fait que, tu sais, c'est de trouver, en fonction des traits de personnalité des gens, sur quoi qu'on va venir bâtir la confiance en affaires. Et là, excuse-moi, j'ai comme eu un petit blanc de 2 secondes. Tantôt, tu disais que tu étais tanné de répéter. De là, pourquoi je vais te poser la question. Est-ce que tu offres du coaching one-on-one ou as-tu des formations que les gens peuvent s'inscrire pour justement évoluer plus rapidement que par eux-mêmes? Oui, je donne des conférences quand même un peu partout au Québec, souvent avec les organismes de développement économique qui m'engagent pour les entrepreneurs de leur région. Je donne des formations d'une journée, une fois de temps en temps, dépendamment de mon humeur. Je n'ai fait une la semaine passée aussi, mais tu sais, souvent, je fais mon calendrier au début de l'année, pour l'ensemble de l'année, pour les formations publiques. Mais tu sais, j'en fais pas beaucoup, j'en fais peut-être 4 ou 5 par année, comme ça. Puis sinon, c'est sûr, je fais de l'accompagnement individuel, mais c'est pas donné à tout le monde, mettons. Puis souvent, ce que je dis aux gens, commencez par lire 2 par 4. Ouais. Si ça vous intéresse et vous voulez aller plus loin, appelez-moi. Parce que de toute façon, si vous m'appelez avant, je vais dire, allez lire 2 par 4. C'est votre devoir. Fait que pour venir filtrer, puis justement aussi pour éviter de répéter trop les choses, que les gens, pour un livre à moins de 30 $ vont avoir plein de contenu, plein d'éléments qui peuvent faire un bout de chemin tout seul aussi. Donc, avant d'embarquer dans un processus, puis allez chercher ça. Puis sinon, allez chercher, il y a de la formation quand même un peu partout, puis il y a de l'accompagnement aussi, puis il y a du coaching, puis etc. Mais ce qui est important, c'est de trouver des gens avec qui on a le goût, puis qu'on sait qu'on va évoluer. Parce qu'il y a une chose que je répète souvent, puis c'est un peu le lien avec 2 par 4, c'est dans l'adversité qu'on voit le vrai visage des gens, mais c'est l'adversité qui est nécessaire aussi à notre évolution. Donc, il faut se faire aussi challenger, bousculer, pas pour sortir de notre zone de confort, pour élargir notre zone de confort, mais en fonction de l'orientation et du développement qu'on veut avoir. J'aime ça. C'est un challenge en soi, mais à la fin, c'est bénéfique. Puis, tu sais, j'ose croire que quand tu élargis ta zone de confiance, justement, de te faire dire non pendant le reste de ta carrière, ça va t'affecter beaucoup moins parce que tu vas être habitué de, tu sais, ça, le non, c'est une affaire parmi tant d'autres. Les gens peuvent te rejoindre ou te suivre où? Sur quels réseaux sociaux, Alexandre? Celui que je suis le plus actif, c'est vraiment LinkedIn. Je publie quasiment tous les jours aussi là-dessus. Sinon, un peu Facebook. J'ai ma page professionnelle Facebook. Sinon, sur Internet, www.alexandrevézina.com. Je remonte 2 par 4 et comment bien réussir en affaires. Et on aura la chance d'avoir un prochain livre. Je ne sais pas ce que tu peux dire à son sujet en ce moment. J'espère que je n'ai pas fait un scoop, là. Mais ce que tu peux dire en ce moment, plus le sujet global de ton prochain. Oui, écoute, c'est un livre qui va être beaucoup plus pour les solopreneurs, donc les individus qui possèdent une expertise, mais qui ne veulent pas avoir un modèle d'affaires avec des employés, etc. Il y a beaucoup de solopreneurs que j'ai accompagnés par le passé, puis que je continue d'accompagner pour être plus des top leaders dans leur domaine, etc. Puis, il y a des techniques un peu plus spécifiques, parce que ce n'est pas tout à fait le même modèle d'affaires quand on a un modèle d'expertise versus un modèle d'entreprise. Fait que vu que je me suis fait poser beaucoup de questions aussi dans les dernières années, j'ai décidé de faire un livre spécifique pour ça avec Béliveau qui va sortir au courant de la prochaine année. Alexandre, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous pour répondre à nos questions. Et évidemment, j'invite les gens à t'écrire, te suivre sur les réseaux sociaux ou via ton site Internet pour, se procurer ton livre. Et 2, si besoin il y a, de demander du coaching ou des références pour toi. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous et assurément, j'aimerais avoir une autre entrevue quand ton prochain va sortir. Ça me fait plaisir, Pamela. Ça a été un plaisir de partager avec toi. Bye tout le monde!